Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. C'est une scène qui est tellement facile à imaginer. On est au beau milieu de l'océan Pacifique, mettons, l'eau s'étend à perte de vue d'un bleu super profond sous un soleil radieux. Le rêve, quoi. Ben oui, exactement. On se trouve sur un immense navire de croisière de luxe, genre le trajet entre San Diego puis Hawaï. C'est le genre de voyage que les gens planifient pendant des années. Des années, ouais. Et beaucoup d'économies aussi. Clairement, c'est le voyage d'une vie, tu sais, avec les buffets à volonté, les couchers de soleil spectaculaires sur le pont supérieur, la détente absolue, le scénario juste parfait. Mais on s'en doute, c'est là que ça dérape. Et comment? Soudainement, la réalité frappe, puis avec une brutalité inouïe. C'est toujours l'imprévu qui surgit là où on s'y attend de moins, hein? Surtout dans l'environnement le plus isolé possible. C'est le cas de le dire. Dans notre histoire d'aujourd'hui, il y a un passager, on va l'appeler Michel, qui subit un arrêt cardiaque. Ouf! En pleine mer? En plein ça. Loin de toute côte, tu sais, à des centaines de kilomètres de la terre ferme. L'équipe médicale du bateau intervient tout de suite et réussissent à stabiliser la situation in extremis avec les moyens du bord. Mais c'est pas un hôpital, un bateau. Exact. Le verdict du médecin de bord est sans appel. Il faut agir extrêmement vite. Le navire est juste pas équipé pour une chirurgie cardiaque complexe ou des soins intensifs prolongés. Fait que la seule option dans ce temps-là, c'est une évacuation médicale d'urgence. Et j'imagine que ça, c'est pas simple. Oh que non. Dans un contexte maritime, une évacuation, ça signifie un déploiement logistique et médical absolument colossal. J'essaie même pas d'imaginer l'organisation. On parle de mobiliser un hélicoptère avec une équipe médicale spécialisée, de coordonner toute l'opération avec les gardes-côtes américains, tu sais. Faut calculer les réserves de carburant pour un vol au-dessus du Pacifique. C'est pas comme appeler une ambulance en ville, là. Pantoute. Et après, faut assurer un transfert direct vers un centre de traumatologie ou de cardiologie aux États-Unis. Rien que d'y penser, je sens le stress qui monte. Et on s'en doute bien, hein, quand on combine les mots hélicoptère, sauvetage océanique puis système de santé américain. La facture va être salée. Très salée. Elle semble pas à un petit ticket de caisse, mettons. Le coût total de cette opération de sauvetage pour Michel, ça s'est élevé à plus de 150 000 $ américains. C'est capoté! 150 000 $ américains? C'est littéralement le prix d'une maison dans certaines régions, tu sais, ou l'équivalent d'une grosse hypothèque qui s'abat sur les épaules d'une personne en l'espace de quoi? Quelques heures. C'est le genre d'événement qui a le potentiel de détruire non seulement les économies d'une vie, mais aussi la sécurité financière de toute une famille. Sur plusieurs générations même. Sauf que, et c'est là le cœur de notre exploration d'aujourd'hui, le dénouement de cette histoire-là défie toute logique apparente. Ah oui? Michel n'a pas déboursé un seul cent. $0. Rien du tout? Rien. Cette facture titanesque de 150 000 $ a complètement disparu de son radar financier. C'est vraiment ce contraste saisissant entre la catastrophe logistique puis le miracle financier qui rend ce cas-là si pertinent pour notre analyse. Comment on échappe à une telle dette? Et c'est justement ce mystère-là qui nous pousse à plonger dans un document super révélateur aujourd'hui. Il s'agit d'un article rédigé par Yvan Junior Blanchette. C'est un spécialiste en voyage puis croisière chez Aéria Voyage. Un expert du domaine, donc. Oui, et le texte s'intitule « FICAV, assurance voyage et carte de crédit. Pourquoi vous n'êtes probablement pas aussi bien protégé que vous le croyez. » Un titre qui frappe fort. Fait que notre mission, avec cette source-là, c'est de démystifier le vrai du faux. On veut offrir un raccourci clair pour que les gens comprennent la différence fondamentale entre la sécurité financière puis la sécurité médicale. Parce que c'est souvent mélangé dans la tête du monde. Totalement. Et l'objectif, c'est d'éviter la ruine simplement à cause d'une méconnaissance des clauses en petits caractères. Bon, décortiquons ça. Comment une facture de 150 000 $ peut s'évaporer alors que tant de voyageurs reviennent avec des dettes paralysantes pour des incidents bien moindres? Pour comprendre comment Michel s'en est sorti, il faut paradoxalement commencer par examiner les filets de sécurité que la majorité des gens croient posséder. Ceux qui existent pas vraiment, dans le fond. Exactement.
Ces fameux filets, qu'en réalité, sont des véritables passoires. Et il faut aborder une croyance très ancrée, particulièrement chez nous. Ah oui, l'idée que le gouvernement va nous sauver. C'est en plein ça. Cette conviction presque culturelle que l'État, ou du moins un organisme gouvernemental, va toujours être là pour ramortir la chute. C'est tellement ancré dans nos mœurs. En quelque société, on a souvent le réflexe de se dire qu'il y a sûrement un fonds d'urgence ou un programme pour ça. Ouais, on est habitué à notre filet social. Et dans l'industrie du voyage québécoise, ce grand protecteur-là, c'est la FICAV, le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, qui est géré par l'Office de la protection du consommateur, l'OPC. Tout à fait. Et en lisant la source, je me suis rendu compte que c'est un mécanisme unique au monde, mais qui souffre d'un énorme problème de perception. L'auteur le vulgarise très bien d'ailleurs. La FICAV, c'est un outil de protection financière automatique et gratuit pour le consommateur. Mais la condition sine qua non, c'est que l'achat des services touristiques doit obligatoirement être fait par l'entremise d'une agence de voyage détenant un permis officiel de l'OPC. Fait si je comprends bien, ça veut dire que si quelqu'un décide de jouer à l'agent de voyage à 3 heures du matin dans son salon... Ce que beaucoup de gens font. Ben oui, en réservant directement son vol sur le site web de la compagnie aérienne ou son petit Airbnb à l'autre bout du monde, cette protection-là de la FICAV, elle existe juste pas pantoute. Exactement. Le lien de protection se crée exclusivement à travers le réseau des agences certifiées. Puis ensuite, il y a la nature même de la protection qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? La FICAV a une vocation très stricte. Elle sert uniquement à compenser les services payés, mais non reçus. OK, fait que pour donner une image claire, on parle du scénario classique où la compagnie aérienne fait faillite du jour au lendemain, puis les avions restent cloués sur le tarmac. C'est un excellent exemple. Ou encore, on arrive à destination avec notre valise à la main, puis l'hôtel a fermé ses portes à cause d'une grève générale ou genre un ouragan a ravagé la région. Voilà les paramètres exacts. Dans ces situations-là, la FICAV intervient pour rembourser les montants perdus ou rapatrier les voyageurs qui sont coincés. Et c'est un fonds qui est remarquablement bien administré, il faut le dire. Vraiment, hein? Oui. L'article avance des chiffres assez frappants. Depuis 2004, la FICAV a aidé près de 22 600 voyageurs puis versé plus de 10,7 millions de dollars. Wow! OK. Et la gestion a été si prudente que le fonds a carrément atteint son plafond statutaire de 125 millions de dollars. Attends un peu, 125 millions? Oui, au point d'obliger le gouvernement à suspendre temporairement les contributions. Le coffre est littéralement plein à craquer. Mais là, c'est là que je bloque un peu. Je suis surprise. Si le fonds est tellement bien géré, plein avec 125 millions de dollars, au point où il refuse de percevoir plus d'argent, oui. Pourquoi l'OPC élargit pas son mandat pour couvrir une urgence médicale comme celle de Michel P? C'est quand même fou de s'asseoir sur une montagne de millions pendant qu'un voyageur risque la faillite pour un arrêt cardiaque. C'est une excellente question et c'est précisément là que l'illusion se forme. Ce qui est fascinant ici, c'est la stricte séparation juridique et philosophique entre la couverture de l'investissement commercial puis la couverture de l'intégrité physique. OK, explique-moi ça. Le mandat de l'Office de la protection du consommateur, comme son nom l'indique, c'est de réguler le commerce. C'est pas d'agir comme un genre de ministère de la Santé internationale. Fait que c'est vraiment juste les transactions. L'État protège la transaction marchande. Si un individu fait une crise cardiaque ou se fracture le bassin, pour la FICAV, c'est un non-événement commercial. Ah, je vois. Les services comme le vol ou la chambre d'hôtel y étaient disponibles. C'est le corps du voyageur qui a fait défaut, pas le fournisseur. C'est une distinction brutale mais essentielle. Pour utiliser une analogie, là, c'est un peu comme s'acheter le coffre-fort le plus robuste sur le marché, avec des technologies biométriques de fou. Ouais. Juste pour y ranger soigneusement ses billets d'avion en papier tout en laissant la porte d'entrée de sa maison grande ouverte. C'est exactement ça. On met une grosse armure sur l'investissement financier, mais on laisse l'humain complètement exposé. Et quand les voyageurs commencent à réaliser cette faille-là, quand tu comprennes que le gouvernement ne payera pas pour le jet médical, ils se rabattent souvent sur la deuxième grande illusion de sécurité de notre époque. Le fameux rectangle de plastique dans notre portefeuille. L'auteur souligne que c'est la phrase qu'il entend le plus souvent dans son bureau, genre « Ah, t'en fais pas, avec l'assurance et ma carte de crédit Premium, Or, Platine, Odyssey, je suis blindé. » Ah oui, le classique. Et honnêtement, on peut pas blâmer les gens, le marketing bancaire est redoutable. On nous vend des images de voyageurs super sereins qui sirotent un espresso dans des salons d'aéroports luxueux puis qui ont l'air intouchables grâce à leur carte. C'est vrai que ces cartes-là offrent une véritable utilité
possibilités pour les aléas logistiques. Comme quoi, mettons? Un bagage égaré, un retard de vol de quelques heures ou une location de voiture avec une petite égratignure. Mais lorsqu'on bascule dans le domaine de l'urgence médicale sévère à l'étranger, les limites structurelles de ces produits-là éclatent au grand jour. Faut dire que l'article fait pas dans la dentelle avec les vrais coûts. Juste franchir la porte des urgences aux États-Unis, ça coûte en moyenne 3 500 $ canadiens. Juste pour passer la porte. C'est fou, hein? Puis on s'entend, à ce prix-là, le médecin t'a même pas encore adressé la parole. C'est juste le billet d'entrée administratif, le triage, puis peut-être une petite prise de tension, là. Précisément. Et si la situation nécessite une hospitalisation, disons un séjour de 10 jours aux soins intensifs suite à une complication, les factures pulvérisent rapidement la barre des 300 000 $. Ouf, ça donne le vertige. Et l'auteur prend la peine de préciser que cette inflation médicale-là, elle n'est pas exclusive aux États-Unis. On observe des factures paralysantes dans des pays comme le Japon ou même dans les provinces voisines au Canada pour certains frais qui sont pas couverts par la RAMQ. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on pourrait se dire, parfait, la facture est astronomique, mais le plafond de ma carte de crédit premium l'est aussi. C'est ça que les gens pensent. Sauf que l'auteur révèle que les cartes de crédit dites classiques ont souvent des plafonds de couverture médicale qui sont ridicules. On parle de limites situées en 10 000 et 15 000 $. Ce qui couvre rien en cas de crise. Rien pantoute. Puis même les cartes qui coûtent des centaines de dollars en frais annuels ont tendance à bloquer à 150 000 $. Si on applique ces chiffres-là au sauvetage de Michel, la réalité frappe comme un mur. Comment ça? Son évacuation a coûté plus de 150 000 $. Fait que s'il s'était fié à une excellente carte de crédit premium, le plafond aurait été entièrement consommé juste par le carburant de l'hélicoptère puis l'équipe de vol. Aïe aïe! Oui. Fait qu'à son arrivée à l'hôpital pour la chirurgie, il n'y avait plus un sou de couverture. Il serait réveillé avec une dette résiduelle de plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est malade. C'est pour ça que j'aime comparer l'assurance médicale d'une carte de crédit à un de ces petits parapluies de cocktail en papier, tu sais. Ah, j'aime l'image. On a tous en tête ces petits parapluies dans les pina-coladas. C'est joli, ça décasse, ça peut même bloquer 3 ou 4 gouttes de pluie, genre un retard de bagage. Ouais. Mais face à un véritable ouragan médical de catégorie 5, le parapluie de cocktail, il se désintègre à la première rafale. Mais au-delà de l'image, il y a un problème de fond. S'appuyer sur une carte de crédit, c'est un peu comme essayer d'utiliser un coupon promotionnel au lieu d'un vrai filet de sécurité. C'est une bonne façon de le voir. Un coupon, ça fonctionne juste si on respecte des conditions hyper spécifiques. Le bon jour pour le bon produit. Et la source l'illustre parfaitement en pointant 5 failles majeures dans ces contrats-là. Faut comprendre que ces failles-là sont le résultat d'un modèle d'affaires, c'est pas une erreur d'inattention de la part des banques, là. Donc, la première faille, c'est quoi, Evelyne? La première, et sans doute la plus fréquente puis dévastatrice, ça concerne les conditions médicales préexistantes. La majorité de ces protections de carte de crédit excluent de facto tout ce qui existait avant le départ. Ah oui, la fameuse pointe des conditions préexistantes. Ce qui veut dire que, mettons, si une personne traite son hypertension depuis 15 ans avec une petite pilule quotidienne, qu'elle est parfaitement stable, mais qu'elle fait un infarctus au Mexique... l'assureur de la carte peut fouiller. Il va relier l'infarctus à la tension artérielle, déclarer que c'est préexistant et pouf, refuser de payer. C'est tellement frustrant. C'est la nature même du produit. Tu sais, une assurance voyage spécialisée procède à une souscription individuelle. On remplit un questionnaire de santé, l'assureur évalue le risque réel, puis il offre une couverture adaptée, parfois moyennant une surprime. Ce qui est normal. Exact. Mais l'assureur de la carte de crédit, lui, il offre une couverture aveugle et de masse. Pour que ça soit rentable, ils doivent exclure systématiquement les risques antérieurs. C'est une logique purement actuarielle. C'est logique, oui, mais c'est terrifiant en pratique. Puis ça m'amène à la deuxième faille soulevée par l'auteur, et celle-là, je trouve que c'est le paradoxe ultime, le mode de paiement. Ah, ça, c'est un classique. Le document stipule que pour que l'assurance soit valide, le voyage doit souvent être payé à 100% avec la carte en question. Mais on est constamment bombardé de promotions pour accumuler des points bonus. Ben oui. Fait que si j'utilise mes points de fidélité durement gagnés pour payer mon vol, je viens de désactiver ma couverture. Comment c'est possible? C'est fascinant quand on décortique le mécanisme financier derrière ça. L'assurance d'une carte de crédit, c'est pas un cadeau philanthropique de la banque, là. Non, ça c'est sûr. La prime d'assurance est souvent financée par les frais de transaction, ce qu'on appelle les frais d'interchange, que le commerçant paye à la compagnie de carte de crédit. OK. Fait que si un vol est payé en totalité avec des points de fidélité, la transaction financière monétaire est de 0 $. Et 0 $ de transaction? Ça signifie 0 $ de frais de commerçant perçus, ce qui signifie que la banque paye pas la prime d'assurance pour ce voyage spécifique-là,
Mécaniquement, la couverture est juste pas activée. Wow! Je tombe en bas de ma chaise. C'est brillant d'un point de vue corporatif, mais c'est un piège absolu pour le consommateur qui pense être un as des finances en voyageant avec ses points. Complètement. Puis qu'en est-il de la durée du voyage? Ça, c'est le 3e point critique qui est mentionné. Oui, la couverture bancaire est calibrée pour le travailleur moyen qui prend genre 2 semaines de vacances. Elle est typiquement limitée à 15 ou 21 jours, des fois 60 jours pour des cartes vraiment très haut de gamme. Ce qui crée une zone de danger énorme pour une cohorte entière de la population chez nous, les snowbirds. Les fameux snowbirds. Ces milliers de retraités qui fuient l'hiver pendant 4 ou 5 mois, s'ils partent en novembre en se disant « ma carte couvre mes assurances », ils sont dans l'erreur totale. Dès le 22e jour, mettons, la police s'évapore. Fait que s'il y a un accident de voiture en février en Floride, le filet de sécurité est inexistant. Ça fait peur. Et cela rejoint directement le 4e piège structurel de ces cartes-là, les limites d'âge. Encore une fois, la cruauté des mathématiques actuarielles. L'article pointe que la couverture fond drastiquement ou est carrément annulée quand le détenteur franchit un certain âge, souvent 65 ans. C'est le principe de la gestion d'un bassin de risque non vérifié, tu sais. Plus on vieillit, plus la probabilité statistique de nécessiter des soins médicaux explose. C'est inévitable. Fait que pour maintenir la gratuité apparente du produit pour la masse des utilisateurs, l'industrie ampute l'accès au segment démographique qui coûte le plus cher. Le parapluie de cocktail se referme pile au moment où l'orage est le plus probable. C'est terrible quand on y pense. Bon, on a établi que la FICAV protège les transactions commerciales, puis que la carte de crédit agit comme un genre de coupon promotionnel super restrictif. Un bon résumé. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Comment Michel a-t-il pu survivre à un élitrouillage de 150 000 $ en plein milieu du Pacifique sans faire faillite? Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Michel a appliqué la solution recommandée par l'auteur, dans le fond. Il a séparé la logistique de la survie. Il avait souscrit une assurance voyage spécialisée, indépendante de sa carte, sur les conseils d'un vrai agent de voyage. OK. Fait que si on analyse le contrat de Michel par rapport aux recommandations de CAA Québec qui sont mentionnées dans l'article, la première différence majeure qu'on remarque, c'est le fameux plafond de couverture. Oui, la norme sécuritaire, selon CAA Québec et l'auteur, c'est un strict minimum d'1 million de $ de couverture médicale. C'est beaucoup plus réaliste. Vraiment. Le contrat de Michel plafonnait pour à 150 000 $. Il avait l'espace nécessaire pour absorber la facture de l'hélicoptère et les soins intensifs qui ont suivi. Puis ensuite, il y a la question de l'assistance logistique, qui est un point qu'on sous-estime vraiment souvent. Tu sais, quand on fait une crise cardiaque à des milliers de kilomètres de la maison, personne n'a la lucidité de négocier des tarifs de vol avec des secouristes américains. C'est clair. Et c'est là qu'une assurance spécialisée déploie toute sa valeur. C'est pas juste un chèque, là. Michel avait accès à un centre d'assistance 24 heures sur 24 sur jour sur 7. Du monde pour gérer la crise. C'est ça. L'assureur a pris le contrôle logistique, la coordination avec la capitainerie du bateau, la liaison avec les gardes-côtes, l'organisation de l'hélicoptère, puis même la communication avec la famille restée au pays. Et si on repense au fameux piège de la carte de crédit qu'on vient juste d'énumérer, l'assurance de Michel réglait aussi ces problèmes-là. Exact. Il n'y avait pas de clause d'annulation basée sur le mode de paiement, il avait une durée adaptée exactement à longueur de sa croisière, puis un questionnaire médical rempli au préalable. Ce qui change tout. L'assureur connaissait son dossier, fait qu'il n'y a eu aucun prétexte de conditions préexistantes pour se défiler au dernier moment. Puis le coût de cette véritable armure-là, quelques centaines de dollars avant le départ, pour sauver 150 000 $, c'est un retour sur investissement qui est imbattable. C'est pour ça que l'article nous donne, en fait, une grille d'analyse très claire. Avant de partir, chaque voyageur devrait inspecter sa couverture à travers ces lentilles-là. On se pose quoi comme question, mettons? Des trucs simples. Mon plafond est-il d'au moins 1 million? Mon état de santé réel est-il déclaré et accepté noir sur blanc? Ouais, super important ça. Ma couverture accepte-t-elle la durée exacte de mon séjour? Est-ce que mes points de fidélité viennent d'invalider mon contrat? Et enfin, ai-je transigé avec une agence certifiée OPC pour m'assurer que la FICAV couvre mon investissement initial? Cette petite liste de vérifications-là, elle nous montre à quel point l'information, c'est une arme dans le fond. Tout à fait. Si on prend un peu de recul pour regarder le portrait global,
L'ignorance des petits caractères dans un contrat, c'est pas juste un manque d'organisation personnelle. Non, c'est la manifestation d'une asymétrie d'information massive. C'est le résultat d'un marketing bancaire extrêmement bien conçu qui nous vend de la facilité puis de la tranquillité d'esprit en 30 secondes à la télévision. L'industrie compte littéralement sur le fait que la grande majorité des consommateurs s'assieront pas pour lire un livret de 40 pages écrit en police taille 8, tu sais? C'est tellement vrai. Le consommateur doit opposer sa pensée critique à cette machinerie-là. C'est le combat éternel entre l'illusion de la sécurité puis la sécurité véritable. L'auteur conclut avec une règle d'or d'une clarté absolue qui résume parfaitement notre plongée dans cette source. Laquelle? La FICAVAR, c'est l'outil qui protège le portefeuille contre les défaillances de l'industrie touristique. OK. La carte de crédit, c'est l'outil de courtoisie qui gère les pépins logistiques comme le sac de golf égaré ou la nuit d'hôtel suite à un vol retardé. Mais la véritable assurance voyage spécialisée, c'est le bouclier qui protège le corps humain puis l'avenir financier. Les trois outils travaillent en parallèle, ils sont complémentaires, mais on doit jamais les interchanger. C'est bien dit. C'est un peu comme essayer de remplacer un casque de moto par une casquette de baseball sous prétexte que les deux se portent sur la tête. Une très belle image, ça. Les outils sont performants, à condition de comprendre leurs fonctions premières puis leurs limites mécaniques. Fait que Michel, en ce moment même, il est probablement en train de profiter de sa deuxième chance d'envie grâce à la rapidité des équipes médicales du Pacifique, évidemment. Oui, faut saluer leur travail. Mais aussi et surtout, grâce à une simple décision administrative prise des mois plus tôt dans le bureau d'un conseiller en voyage. Et tu sais, en décortiquant les mécanismes de cette histoire-là, je trouve que ça soulève une question importante qui dépasse largement le cadre des vacances. Qu'est-ce que t'as en tête? Si notre sécurité financière lors d'un événement aussi scrupuleusement planifié qu'un grand voyage repose si souvent sur l'illusion d'un petit parapluie de cocktail promotionnel, mais quels autres aspects cruciaux de notre vie quotidienne reposent sur des filets de sécurité tout aussi fragiles, sans même qu'on s'en rende compte? Ouf! C'est le genre de réflexion qui donne soudainement le goût d'aller lire les petits caractères de ces contrats d'assurance habitation puis automobile à soir. Je suis certain que ça va en faire réfléchir plus d'un. Absolument. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui sur la protection voyage. La prochaine fois qu'on fait ses valises, assurons-nous de laisser le parapluie de cocktail dans le verre puis d'embarquer avec un vrai bouclier. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.